Bonjour. Alors, en principe, vous avez vu Git en Web 1. Donc, ceci, pour vous, devrait être une révision. Mais c'est ça, comme Web 1, c'est différents enseignants qui le donnent. Donc, je ne sais pas exactement quel enseignement vous avez eu. En Web 2, pas en Web 2, voyons. En Proc 2, on utilise Git. Donc, je veux m'assurer que la base est la même pour tout le monde, donc je fais une espèce de révision de Git et on va faire quelques petits exercices avant de l'utiliser là, comme tel dans certains projets. Donc, c'est le but du présent PowerPoint. Donc, Git, c'est quoi? Git, c'est un gestionnaire de code source. Donc, c'est un système informatique qui permet d'entreposer et de gérer votre code informatique. Donc, en anglais, on appelle ça un VCS, donc un Version Control System. Donc, de nos jours, il n'y a aucun projet informatique sérieux qui se fait sans ce genre d'outils. Donc, les principaux avantages, ça permet de sauvegarder votre projet dans le cloud et de récupérer, en fait, de le récupérer, votre projet n'importe où pour travailler dessus. Donc, fini les clés USB, les versions multiples où vous ne savez plus quelle sauvegarde a été fait, quoi, par quel moment, par qui, etc. Donc, vous savez toujours c'est quoi la dernière version qui est la bonne. Après ça, ça vous permet aussi de revenir en arrière sans jamais, disons, rencontrer un problème quelconque. Et ça permet aussi d'explorer différentes avenues possibles sans modifier, disons, la branche principale de votre code, celle que vous savez, vous dites ça, c'est la bonne version. Maintenant, je vais explorer certaines avenues sans, disons, mettre en péril la version principale de votre code. Et bien sûr, ça permet de coder en équipe. Donc, Git, c'est un système de version, de gestion de version, parmi tant d'autres systèmes. Mais bon, là maintenant, de nos jours, c'est comme rendu le système de gestion de version. Donc, c'est comme si tous les autres avaient disparu. Donc, c'est pour ça que dire système de gestion de version ou dire Git, c'est quasiment dire la même chose. OK? Donc, c'est le plus populaire au monde. Puis, ce qui permet de faire essentiellement, c'est de prendre en photo l'état actuel de votre projet, puis de le stocker dans ce qu'on appelle un référentiel. Donc, ça, c'est en français, le terme officiel, mais en anglais, on va dire un repository, puis on va dire plus simplement, en fait, un repo. Donc, ce système-là a été conçu par un certain Linus Torvald, qui est nul autre que le créateur du système d'exploitation Linux. Donc, pour en fait permettre à d'autres programmeurs de l'aider à concevoir son système d'exploitation. Donc, les repos ou référentiels sont en quelque sorte les bases de données qui contiennent votre code source et qui contiennent aussi l'historique de toutes les versions que vous avez faites, en fait, dans le développement de votre système. Donc là, je suis désolé, mais je suis enrhumé, ou en fait, je ne sais pas ce que j'ai, mais c'est une espèce de cochonnerie que j'ai depuis 2 semaines. Donc, Git fonctionne avec le principe du double référentiel. Donc, vous avez un repo local sur votre machine, qui est votre référentiel de travail, et vous avez un repo distant, central, qu'on appelle le référentiel, disons, d'origine, le repo d'origine, qui est sur le serveur Git, qui est le repo, disons, de stockage puis de partage de code entre les différentes machines et les différents programmeurs. Donc, cette structure-là décentralisée, c'est la principale force de Git par rapport à ses prédécesseurs. Okay? Donc, il existait un prédécesseur qui était plus populaire que Git avant, qui s'appelait SVN, ou Subversion, pardon, qui avait été conçu par Apache. Donc, ça permet de coder, en fait, d'avance dans votre propre projet. Vous faites vos propres modifications. Puis quand vous êtes satisfait avec vos modifications, puis votre propre, disons, versionnage sur local, quand vous êtes satisfait avec ça, vous envoyez ça sur le serveur distant. Donc, ici, vous avez disons, le trending,
disons, historique. Donc, vous voyez que ici, vous aviez SVN en bleu. Vous avez Git en rouge. Donc, on voit que SVN était au départ beaucoup plus populaire que Git. Donc, tranquillement, Git a pris le pas sur SVN. Donc, aujourd'hui, en fait, SVN est rendu plus populaire. Là, on voit que le fait que SVN soit moins populaire dans les recherches, est-ce que ça veut dire que SVN est moins populaire par rapport à un autre? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres choses qui sont plus populaires maintenant. Je sais pas ça. On voit qu'ici, peut-être, je sais pas, la pandémie ou l'intelligence artificielle est rendue plus populaire. Donc, c'est juste ça. Ça n'a pas rapport. Ça veut pas dire qu'il y a d'autres choses plus populaires que Git en termes de système de gestion de version. C'est pas ça que ça veut dire. Donc ici, vous avez là, une utilisation typique de Git, c'est que par exemple, vous avez chaque développeur ici qui développe sur son propre ordinateur local. Chaque développeur a son propre mini entrepôt de données sur son propre ordinateur, donc son repo local. Et vous avez le repo distant d'origine, ici ou central. Et chacun, en fait, quand est satisfait de ses modifications qu'il a fait localement, va faire un push pour envoyer ces modifications sur le repo central. Et quand localement aussi il veut récupérer les modifications qui ont été faites sur le repo central, il va faire un pull pour tirer les modifications vers son repo local pour les intégrer à ce qu'il est en train de faire. OK, donc c'est ça. Donc, si vous avez les principales commandes Git, donc niveau débutant, vous avez init, ça c'est pour initialiser un repo local. Vous avez commit, c'est pour faire quand vous avez fait une modification de code pour l'enregistrer dans le système. Vous avez push, ça c'est pour envoyer sur le serveur. Vous avez pull, c'est pour récupérer du serveur vers votre repo local. Clone, c'est quand vous avez un repo distant puis que vous voulez le cloner localement. En fait, quand vous arrivez sur une nouvelle machine, vous voulez continuer à travailler, vous allez faire un clone. Reset, c'est quand vous voulez revenir en arrière par rapport à des choses que vous voulez effacer, en fait, des choses que vous avez faites pour revenir dans un état antérieur. Status, pour savoir ce que vous êtes ou ce que vous en êtes actuellement. Et log, c'est pour connaître l'historique des commits. Okay? Mais bon, ça, c'est comme la ligne de commande. Okay? Mais en général, ça dépend du monde. Il y en a qui vont utiliser la ligne de commande, mais souvent, on va utiliser une interface. Donc, ça va être intégré dans le logiciel que vous avez utilisé. Donc, j'ai cru comprendre qu'en Web 1, l'année passée, en tout cas, la dernière session, vous l'aviez utilisé à travers Visual Studio Code. Donc, vous l'avez utilisé dans l'interface de Visual Studio Code. Donc, nous, ce qu'on va faire en Proc 2, on va l'utiliser à travers l'interface de Visual Studio. Donc, toutes ces affaires-là de status, puis log, puis tout ça, on n'a pas besoin d'exécuter les commandes sur la ligne de commande. Donc, ça va comme... C'est l'interface qui va comme exécuter ces commandes-là pour nous. Donc, les serveurs Git, en fait, vont stocker les projets informatiques des développeurs. Donc, il y a des serveurs Git qui sont publics, il y a des serveurs Git qui sont privés. Donc, à ne pas confondre avec les projets qui peuvent être privés ou publics. Donc, les serveurs privés sont généralement créés et fournis par des entreprises pour ses propres employés et ses propres projets. Donc, les serveurs publics sont utilisés pour collaborer dans les projets open source et aussi pour des projets privés. Donc, les principaux serveurs publics qui sont utilisés pour développer des projets Git, c'est GitHub, Bitbucket et GitLab. Okay, en fait, c'est les principaux que je connais. Donc, auxquels on peut aussi ajouter, bien entendu, Microsoft DevOps. Et bon, il y en a, Atlassian, machin, donc il y en a quelques autres aussi, là, plus spécialisés, là, donc vous verrez peut-être plus loin, là. Mais disons, les plus populaires auprès des développeurs open source, c'est ces trois-là. Okay. GitHub, Bitbucket et GitLab. Donc, pour utiliser Git, en fait, en tant que développeur, pour utiliser Git, vous avez deux moyens principaux. Vous pouvez utiliser la ligne de commande ou vous pouvez le faire via une interface graphique.
Pour ce qui est de l'interface graphique, vous pouvez utiliser soit un logiciel dédié, donc vous prenez un logiciel dédié, comme par exemple SourceTree, qui d'ailleurs était utilisé jadis justement en web, mais qui là je pense qu'on l'utilise plus. Donc, et GitKraken, qui maintenant est rendu en fait meilleur, je crois, que SourceTree, ou par exemple GitGUI, qui vient gratuitement quand on télécharge, quand on installe Git en fait. Ou vous pouvez utiliser aussi une interface built-in avec votre logiciel IDE, comme par exemple dans Visual Studio Code, c'est ça que vous avez fait peut-être à Web 1. Et on a ça aussi dans Visual Studio. Donc, en général, ça fait l'affaire pour environ 98% des situations. Donc, en général, c'est ce qu'on fait en tant que développeur parce que c'est trop facile. C'est trop facile de faire ça. Pourquoi on ferait d'autres choses quand c'est si facile de faire ça? Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, dans ce premier PowerPoint-là, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser Git en solo. Donc, j'ai cru comprendre entre les branches qu'il y en a dans leur cours de web qui avaient utilisé Git vraiment de manière extrêmement poussée. Donc, désolé de vous décevoir, mais on n'ira pas jusque-là. Donc, l'idée vraiment, dans un premier temps, c'est de l'utiliser à la base. Donc, j'ai aussi cru comprendre entre les branches qu'il y en a qui avaient vu pas Git pantoute. Donc, malheureusement, c'est ça qui se passe. Donc, quand il y a plusieurs profs qui donnent le même cours, ben ça fait en sorte que c'est inégal d'un cours à l'autre. Donc, c'est pour ça que en Proc 2, ben on part de la base. Puis on voit à partir de zéro. Donc, on fait une révision. Donc là, la seule chose qu'on fait pour l'instant, c'est voir Git en solo. Donc, c'est ça. Donc, il y en a qui ont vu Git, ils ont même vu les branches. Fait que on fait même pas les branches en Proc 2. Okay. Si vous voulez faire des branches, j'ai aucun problème. Faites des branches tant que vous voulez, mais je veux dire, on les voit pas. Donc, dans ce cours-là, on va apprendre à utiliser Git pour un développement. Non, pas dans ce cours-là. Dans ce PowerPoint-là, on voit comment, dans un premier temps, utiliser Git pour faire un développement en solo. Donc, le développement en équipe demande plus d'expertise. Fait qu'on commence par la base. Donc, le scénario typique en solo, c'est le suivant. Donc, vous êtes un programmeur. Vous commencez par créer votre repo local. Donc, vous faites init pour créer votre repo local. Après ça, vous modifiez votre code. Vous faites un commit. Autrement dit, vous enregistrez votre modification dans le repo local. Après ça, vous faites un push pour l'envoyer sur le repo distant, sur le serveur. Après ça, vous modifiez votre code. Vous faites un commit. Vous faites un push. Modifiez, commit, push. Et ainsi de suite. OK? C'est pas compliqué. C'est ça. OK? Donc, en scénario abrégé, vous l'avez ici, scénario abrégé, qu'est-ce que vous faites? Vous faites init pour initialiser votre repo local. Et après ça, loop, donc vous répétez indéfiniment, modifier, commit, push, modify, commit, push, modify, commit, push, modify, j'aurais dû mettre un Y, je pense. En tout cas, petite erreur. Donc, modify, commit, push, modify, commit, push, modify, commit, push, etc., 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 etc. Je pense que vous comprenez le principe. Bon, maintenant, il y a une autre façon de procéder aussi. C'est que vous n'êtes pas obligé d'envoyer tout le temps sur le serveur distant à chaque fois que vous faites un commit. Okay? Donc, ça dépend jusqu'à quel point vous êtes parano. Si vous pensez que votre ordinateur ou votre connexion, vous allez la perdre à tout instant ou que votre ordinateur va partir en feu à toutes les 5 minutes, ben vous pouvez envoyer tout le temps sur le serveur distant. Okay? Si vous êtes parano. Mais si vous n'êtes pas trop parano, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire modify, commit, modify, commit, modify, commit, modify, commit, modify, commit, etc. Si c'est marqué quelques heures, donc toute la matinée, par exemple. Ou jusqu'à la pause, jusqu'au break. Puis quand vous allez prendre votre break, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un push avant d'aller prendre votre break. Donc, vous envoyez sur le serveur. Toutes les commits que vous avez faites, puis vous envoyez sur le serveur. Après ça, vous continuez à travailler, vous faites après la pause, jusqu'au dîner. Après ça, juste avant le dîner, vous faites un push. Vous envoyez sur le serveur. Après ça, vous faites l'après-midi. Modify, commit, push. Donc, vous comprenez le principe. OK? Et ainsi de suite. Donc, si on veut
Si on veut, disons, abréger le scénario précédent, on a comme une loupe dans une loupe. Donc, de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant quelques heures, ou disons plusieurs dizaines de minutes, on fait modifier commit, modifier commit, modifier commit, puis là, ben, on fait un push. Modifier commit, modifier commit, modifier commit, modifier commit, push. Donc, en résumé, Git permet de versionner le code source. Donc, il a fini par remplacer un autre système qui était plus populaire avant, qui s'appelait SVN, Subversion, qui était, bon, le VCS, Version Control System, le plus populaire antérieurement. Donc, avec Visual Studio, l'idéal, c'est d'utiliser GitHub comme serveur Git, mais il y a d'autres possibilités, comme par exemple Bitbucket. Donc, GitHub, parce que, bon, GitHub a été racheté par Microsoft, puis Visual Studio, ça appartient à Microsoft, puis bon, tout appartient à Microsoft. Fait qu'on reste dans l'univers Microsoft. Donc, une fois Git initialisé, l'idée, c'est d'effectuer des modifications dans le code et de valider, commit, ces modifications lorsqu'on a terminé. Donc, faire ça une étape du projet, lorsqu'on a terminé, pardon, une étape du projet à réaliser. Chaque validation doit s'accompagner d'un message. Donc, après chaque validation, commit, on peut immédiatement push vers le serveur, ou alors attendre que plusieurs validations soient disponibles pour les pousser tout d'un coup, par exemple, à la fin d'une demi-journée de travail, ou, disons, avant d'aller prendre sa pause, je dirais, idéalement. Donc, pour l'utilisateur débutant, il est préférable de pousser immédiatement de peur d'oublier de tout pousser plus tard. Donc, c'est sûr que si vous arrivez à la fin de la journée, vous oubliez de faire votre push final vers le serveur, c'est pas une bonne idée, là, c'est vraiment pas c'est pas une bonne chose. OK? Il faut vraiment pas oublier à la fin de votre travail de faire votre push. OK? Ne pas oublier de faire le push. Je l'ai pas mis en rouge ici, là, mais c'est vraiment une erreur, disons, pas le fun, qui vous arrive en tant que débutant. Donc voilà, c'est tout.